Rebonjour à toutes et à tous. Donc, j'ai le plaisir d'ouvrir cette deuxième plénière qui est consacrée à l'écologie en santé. Alors, l'écologie en santé, c'est un sujet qui ne laisse personne indifférent. Il suscite de l'engagement, des interrogations et parfois aussi un certain découragement par rapport à l'ampleur des transformations qui semblent devoir être envisagées. Alors, je vous rassure, l'idée de cette plénière, c'est pas d'ajouter une injonction supplémentaire, mais elle part d'une question simple mais structurante. Comment organiser le soin pour qu'il tienne dans la durée ? Pour nourrir cette réflexion, je vais inviter à me rejoindre sur scène nos intervenantes et intervenants. Laurie Marot. Clara Mourgue. Claire Traon. Et Antoine Priou. Alors merci à vous d'être là. Donc si nous avons souhaité croiser les regards aujourd'hui, c'est parce que les limites environnementales, en fait, aujourd'hui, elles sont clairement plus une hypothèse. Elles deviennent le cadre dans lequel, en fait, tous les secteurs doivent apprendre à fonctionner, y compris le nôtre. Donc pour Avec Santé, cette réflexion, elle n'est pas périphérique. Et d'ailleurs, si on y regarde si on regarde de près les réponses qui existent déjà en MSP, coordination, pertinence des soins, travail en équipe, ce sont en fait déjà finalement des façons de soigner plus durablement. Donc dans cette plénière, nous allons d'abord poser un cadre, puis entendre la vision des politiques publiques, identifier des leviers concrets et enfin revenir à ce que les équipes peuvent en faire. Donc, je vous rappelle dans la salle que vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions via Slido, puisqu'elles nourriront la discussion après un premier tour de table. Alors, on va commencer avec vous, Laurie. Donc, Laurie, vous êtes maîtresse de conférence à l'École des hautes études en santé publique. Vous travaillez depuis plusieurs années sur la transformation des systèmes de santé, les notions de soutenabilité, de résilience, et vous contribuez également aux travaux du Shift Project. Donc peut-être déjà quelques mots sur ce que c'est le Shift Project. Alors, le Shift Project, c'est une association d'intérêt général qui, en fait, vise à, d'une part, un peu vulgariser les enjeux climatiques et énergétiques, et d'autre part, surtout, diagnostiquer et trouver des solutions pour décarboner l'économie française essentiellement, mais aussi l'économie européenne. Il y a eu des travaux qui ont été au-delà du national. Et le Shift s'attaque un peu sur chacun des sujets par secteur. Donc initialement, c'est un peu ce qu'on appelle les secteurs primaires, donc énergie, agriculture, etc. Et aujourd'hui, on regarde des secteurs qui sont plus transversaux et la santé fait partie de ces secteurs transversaux. Donc l'équipe santé, dont pas mal de représentants bénévoles sont présents autour de cette table ronde, s'est constituée à peu près en 2019. Voilà. Très bien. Donc je crois que vous êtes présent aussi sur une conférence qui a lieu demain matin, c'est ça sur le Shift. C'était ce matin. C'était ce matin, d'accord, excusez-moi. J'étais moi-même en conférence, le programme est chargé. Donc, Laurie, avec vous, on va poser le cadre. Donc, l'idée, c'est pas de rentrer dans des définitions techniques, mais aujourd'hui, finalement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce que les approches autour de l'écologie en santé révèlent des limites actuelles de nos systèmes de santé ? Alors, c'est très intéressant cette question de l'écologie en santé parce qu'en fait, quand on commence à s'intéresser au sujet, on se rend compte qu'on n'est pas forcément en train de faire de l'écologie telle qu'on l'avait initialement envisagée. En fait, aujourd'hui, quand on fait de la résilience, ce qu'on appelle la résilience, on va faire de l'écologie sans le savoir. Quand on fait de la pertinence, on va faire de l'écologie sans le savoir. Quand on fait du juste soin, on va faire de l'écologie sans le savoir. Quand on se met autour d'une table avec des collègues et qu'on commence à réfléchir au protocole de soins, on va faire de l'écologie sans le savoir, etc., etc. Et au bout d'un moment, on va aussi avoir des connaissances qui vont venir de l'extérieur, donc par exemple du Shift Project. Et là, on va commencer à faire de l'écologie en le sachant.
parce que du coup, on aura la possibilité de mettre en regard toutes ces petites intuitions peut-être que pas mal de professionnels ont eues sur le fait que quand même, il y a beaucoup de gaspillage, par exemple, où il y a beaucoup de déchets, où il y a beaucoup de transport, où il y a beaucoup de ceci, beaucoup de cela. Ou alors, au contraire, on va mettre en visibilité en fait, des choses qui n'étaient pas jusque-là vraiment visibles. Si je prends l'exemple des déchets, juste rapidement, on voit que dans un bilan carbone, en général, au maximum, c'est quelques pourcents. Alors là, les gens se disent, du coup, où sont les autres pourcentages, les 98% de carbone qui restent de ma maison de santé ou de mon hôpital ou de mon système de santé, ils sont où en fait? Et le fait d'aller les chercher, en fait, ça mobilise les gens autour d'une question et ils vont commencer à s'interroger ensemble. Et ce sujet de l'écologie, qui paraît être un sujet peut-être parfois clivant ou même presque partisan, on se rend compte qu'en fait, c'est un sujet qui pose des questions sur des modèles de société, des façons de travailler, des façons d'envisager une finalité. C'est quoi le but du soin, par exemple, etc., etc. Et ça, c'est vrai qu'au départ, on ne le voit pas forcément comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on voit au départ? Quand on fait un peu d'ingénierie et un peu de sciences écologiques, on voit que, en fait, on est sur un modèle qui est déjà un peu linéaire, alors que les modèles naturels sont plutôt, on va dire, circulaires. Là, nos modèles de société à nous et nos économies à nous, elles sont quand même assez linéaires. Donc, on démarre avec des matières premières, on les transforme, on fait des biens ou des services, et puis après, ça finit en déchets. Bon, des fois, il y a un peu de recyclage, mais c'est quand même un peu douloureux quand on essaye de le faire. Et puis, c'est pas toujours forcément extrêmement concluant. Et donc ça, en fait, ça colle plus avec l'habitabilité de la planète. Alors là, les gens se disent, qu'est-ce qui est en train de se passer? Donc il y a un certain nombre de ce qu'on appelle les limites planétaires. Il y en a 9, donc ça a été identifié notamment par des chercheurs suédois de mémoire. Et il y en a une sur laquelle on s'est particulièrement penché au Shift Project, qui est celle du changement climatique et du carbone, en fait. Donc nous, on a regardé cette question de la soutenabilité des systèmes de santé à travers cette lentille carbone. On aurait pu la regarder à travers une des autres limites planétaires. Vous avez l'eutrophisation de l'eau, vous avez les plastiques, il y a d'autres enjeux. Mais enfin, tout ça est quand même un peu relié. Et quand vous commencez à attaquer une de ces limites, vous vous rendez compte assez rapidement que vous commencez à opérer des liens avec toutes les autres. Parce qu'en fait, cette affaire de carbone, c'est la nourriture de nos économies. Et c'est la nourriture de nos organisations de santé. Et c'est la nourriture de nos usines de transformation, de production des médicaments, par exemple, ou des dispositifs médicaux. Pourquoi? Parce qu'en fait, souvent, c'est l'énergie initiale qu'il a fallu mobiliser, qui est carbonée, qu'il a fallu mobiliser pour pouvoir arriver et délivrer ce soin. Et donc aujourd'hui, on a des systèmes de santé au niveau planétaire. C'est à peu près 5% de l'empreinte carbone mondiale. Donc c'est tout à fait significatif, hein. C'est plus que les avions, c'est pas loin d'être équivalent aux voitures et aux camions. Donc c'est ces ordres de grandeur-là. Donc c'est vraiment pas mal. Et en France, on est plutôt autour de 8%. Donc certains d'entre vous, du coup, ont pu voir les présentations du Shift Project ce matin. Et donc là, on se dit, en fait, on a un système de santé qui est censé soigner les populations et qui participe assez activement, de manière assez significative, en fait, à mettre en danger ces mêmes populations. Et là, on commence à s'interroger, et on revient aux définitions du développement durable début des années 80, etc., avec Brundtland, qui mettait en avant le fait qu'il faut préserver les générations futures. Voilà, donc il faut pouvoir mettre à disposition tout ce qui permet de répondre aux besoins des générations actuelles tout en préservant les générations futures. Ben là, on est vraiment dans le dur, parce que les générations futures, c'est même pas dans 100, 200 ou 300 ans. C'est déjà nos enfants et nos petits-enfants, vu en fait des caractéristiques spécifiques du changement climatique, la vitesse et l'irréversibilité, ouais, le fait que ce ne soit pas réversible. Voilà. Et ça, on n'est pas du tout sur des temps géologiques habituels. Donc là, on sait vraiment que les pas de temps, 10 ans, même 20 ans, 30 ans, on voit déjà des différences au niveau climatique qui entraînent un certain nombre de conséquences qu'on pourrait détaillées et qui sont déjà très impactantes. Alors moi, je classe un peu en 3 catégories quand je parle de soutenabilité et que j'adresse ce sujet changement climatique et système de santé. La première catégorie, ça va être un peu la catégorie épidémiologique. Alors je ne suis pas épidémiologiste moi-même, mais on a de plus en plus de travaux qui montrent les impacts du changement climatique sur la santé humaine. Et un peu dans tous les registres, hein. C'est-à-dire qu'on va avoir autant les maladies chroniques qui vont être impactées que aussi cardiovasculaires,
cardiovasculaires, etc. Mais vous allez avoir aussi les effets sur la nutrition pour certaines populations. Vous allez avoir des effets sur la qualité de vie au travail. Vous allez avoir des effets sur la santé mentale. Et assez tôt, en fait, sur des populations de plus en plus jeunes. Donc là, on est côté épidémio, on augmente la pression sur les systèmes de santé avec ce changement climatique. Ensuite, on vient de le voir, le fait que le changement climatique lui-même, il a un impact sur le système de santé lui-même, il a un impact sur ce changement climatique. Donc il y a une espèce de cercle vicieux qui s'est mis en marche et qu'on va finir par pas réussir à rattraper, en fait. On est déjà en train de subir les conséquences de ça. Même si ça, pour l'instant, c'est à bas bruit, on va dire, mais c'est en train d'augmenter, et vite. Et il y a une troisième catégorie qu'on voit un peu moins, mais qui ressurgit quand il y a des événements extrêmes, qui est le degré de vulnérabilité parfois qu'on a au sein même des systèmes de santé pour faire face au changement climatique, que ce soit en termes de réponse de l'offre de soins, et que je laisserai après mes collègues s'exprimer sur ce point, mais que ce soit aussi en termes de résistance, en fait, sur les enjeux climatiques, inondations, canicules. Enfin, vous traversez un hôpital en mois d'août, normalement, vous êtes plus transpirant à la sortie qu'à l'entrée. Voilà. Et ça, il y a un vrai enjeu de perception aussi de ce que sont les lieux de soins et de la manière avec laquelle on doit les concevoir et faire en sorte qu'ils puissent résister à ce qui est en train de se passer. En ce moment, on recueille en fait des données qualitatives grâce d'ailleurs à la grande consultation du Shift Project. Et certaines personnes nous disent, chez nous, on veut le dernier robot de pointe, mais on a un bâtiment vétuste, en fait. Donc il y a un certain nombre d'éléments, on va dire, de base, de critères de base, qu'on n'arrive pas encore à remplir. Et ça, c'est vrai que, je pourrais développer davantage, mais sur le fait de pouvoir se projeter, de se dire qu'est-ce qui est prêt en fait. Est-ce que nous, on est prêt déjà aux crises et est-ce qu'on est prêt à investir sur le long terme pour faire en sorte que ces crises, quand elles arrivent, elles aient un impact qui ne soit pas trop important et qui nous permettent de continuer à travailler et de penser l'avenir ensemble. Mais voilà, c'est des questions qui restent un peu ouvertes. Et bon, heureusement, comme on a eu les rétex là juste avant, on sait aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui se mobilisent, qui bougent, qui commencent à faire des choses. Et l'enjeu à l'avenir, ça va être un peu de mutualiser tout ça pour en faire une force, soit des forces régionales, soit une force nationale qui soit un peu plus représentée qu'aujourd'hui. Merci Laurie pour ces repères. Vous nous avez aidé à déplacer le regard. Il ne s'agit pas forcément d'ajouter des gestes, en fait, mais de repenser l'équilibre des systèmes. Donc la question, elle devient finalement comment cette exigence, elle se traduit dans l'action publique. Donc c'est là que je me tourne vers vous, Clara. Clara, vous travaillez à la Direction générale de l'offre de soins. Vous êtes en charge des travaux liés à la planification écologique du système de santé. Alors peut-être deux questions en une. Comment cette transformation, elle s'organise aujourd'hui au niveau national et finalement quelle place occupent les soins primaires et les MSP dans cette stratégie ? Merci pour cette question. Peut-être d'abord reprendre le constat qui est partagé, que Laurie nous a donné. C'est un constat qui est partagé par le ministère, avec l'idée que le secteur de la santé, il émet des gaz à effet de serre, que le secteur de la santé, il est sensible au changement climatique, comme l'a expliqué Laurie, et il est aussi dépendant des énergies fossiles. Donc ça veut dire qu'en tant qu'organisation, on doit préparer notre système à émettre moins de gaz à effet de serre et à moins polluer l'environnement, parce qu'on a un rôle supérieur et structurel de protéger la santé des gens. Et je pense que c'est ça qui doit être notre fil conducteur. On n'est pas une autre industrie ou une autre structure. Notre but quand on devient professionnel de santé, c'est vraiment de faire en sorte que les gens soient en bonne santé. Et donc émettre des gaz à effet de serre, c'est vraiment pas logique finalement. Et c'est ce constat-là qui a abouti ensuite à nos réflexions et à la feuille de route de planification écologique que je pilote. Donc pour faire un peu un historique, cette feuille de route, elle apparaît en 2023. On est dans un contexte politique où il y a quand même un élan sur la planification écologique au niveau gouvernemental. On a le secrétaire général à la planification écologique qui existe et donc on a cette volonté que les administrations, les ministères, ils aient leur feuille de route de transition écologique. Et donc on traite ce sujet de comment on fait en tant que secteur de la santé pour réduire nos émissions. Et l'idée, c'est qu'en 2023, le secteur, il est déjà très engagé. On va avoir plein d'hôpitaux qui ont déjà des feuilles de route de transition écologique, des pharmacies qui sont déjà largement engagées, des maisons de santé pluriprofessionnelles qui vont avoir ce travail. Donc, il y a un travail à ce moment-là de recensement de quels sont les grands sujets qu'on veut aborder. Et il y a aussi un travail en interministériel de
OK, on veut ça pour le système de santé et nous, en tant qu'administration, qu'est-ce qu'on veut faire? Et donc, c'est comme ça qu'arrive une task force, qui est une task force de planification écologique, où on va travailler en interministériel et à l'intérieur du ministère de la Santé pour adresser ces sujets. Donc, au hasard, on va travailler aussi bien avec le ministère de l'Industrie pour travailler sur les médicaments, par exemple, qu'avec la Direction générale de l'alimentation pour travailler sur la transition alimentaire. Et si vous regardez la feuille de route aujourd'hui, elle adresse surtout le sujet dont on a parlé en premier, qui est réduire notre empreinte environnementale et réduire surtout les émissions. Et elle aborde un peu moins, et c'est peut-être la volonté qu'on a pour la suite, pour les futures feuilles de route, c'est d'aborder le sujet de l'adaptation au changement climatique et de la résilience, parce qu'on ne peut pas imaginer un système de santé qui va être durable si on ne le prépare pas au changement climatique à venir. Donc ça, c'est un peu les deux pieds sur lesquels moi, en tant que chef de projet, je marche. D'un côté, réduire les émissions, ce qui est en fait vraiment déjà engagé et qui a déjà plusieurs années derrière lui, et l'adaptation au changement climatique, qui est un sujet qu'on connaît un peu moins bien quand même, qui, si on demande à des cabinets de conseil de nous évaluer, c'est pas du tout comme un bilan carbone, c'est pas du tout un exercice de routine. Évaluer d'une part l'exposition, donc à quel événement, à quel risque on est exposé, et après la vulnérabilité, comment on résiste à ce risque, c'est plutôt nouveau et c'est plutôt la démarche du futur pour la planification écologique. Donc ça, c'est un peu le cadre. Et après, qu'est-ce qu'il y a dans cette feuille de route? Il y a les axes en fait du bilan carbone qui avait été publié par le Shift. Donc on va avoir des sujets qui, je pense, en tant que maison de santé pluriprofessionnelle, vont vous toucher, mais peut-être quand vous allez lire la feuille de route, vous n'allez pas vous sentir complètement adressé. Mais quand je vais vous dire les thèmes, je pense que c'est des sujets du quotidien. On va avoir bâtiment, énergie. Donc, réduire les émissions de gaz à effet de serre des bâtiments, réduire aussi les consommations d'eau, faire en sorte que ça soit plus tolérable en été. Donc, l'isolation, elle consomme moins d'énergie, mais aussi on a du confort d'été. On va avoir tout le sujet des produits de santé, avoir des empreintes carbone produits, par exemple. C'est un gros travail qu'on a mené, un peu identifié par le Shift initialement, mais maintenant qu'on a une méthodologie d'empreinte carbone des médicaments qui permet pour le moment, plutôt pour les hôpitaux, de comparer l'empreinte carbone d'une spécialité pharmaceutique à l'intérieur d'une famille générique. Si, pour l'instant, c'est que pour l'hôpital, mais si dans un hôpital, vous voulez acheter par exemple du paracétamol, aujourd'hui, vous pouvez demander aux industriels, avec une méthodologie commune, quelle est l'empreinte carbone de son paracétamol, et dans votre marché, choisir le paracétamol le moins carboné. Donc c'est différent quand même les enjeux d'étotoxicité, où ça va nous faire choisir une molécule à une autre. Là, c'est à l'intérieur d'une famille de génériques. Sur les produits de santé, on va avoir tous les enjeux de consommation des produits de santé, de bon usage, de gaspillage. Après, on va avoir tous les enjeux achat et alimentation. Donc c'est très large, comment on fait pour acheter plus durable et comment on accompagne les acteurs pour acheter plus durable. Et l'alimentation, il va y avoir tous les enjeux, bien sûr, végétalisation, essayer d'avoir moins de plastique, les circuits courts aussi. Et je pense après, on va avoir un enjeu qui est l'enjeu peut-être qui va le plus vous toucher, qui est, à mon sens, la pierre angulaire de la feuille de route de planification écologique, qui est les soins éco-responsables, et tous les autres axes, ils nourrissent cet axe soins éco-responsables. C'est l'idée de pouvoir faire à bénéfice médical équivalent un soin qui a moins d'empreinte environnementale. Et donc ça, c'est vraiment finalement le cœur de métier des soignants, et c'est ce qui a le plus de sens pour nous et pour toutes les personnes qui pratiquent au quotidien, et qui, quand on regarde le bilan carbone du secteur de la santé, a le plus d'impact. Quand on fait, et quand on est un médecin et qu'on fait une éco-prescription, qu'on met les bons médicaments et les médicaments les moins carbonés et au bon usage, c'est ça qui a le plus d'impact. Quand on est pharmacien et qu'on délivre le bon médicament au bon moment et dans la bonne quantité, c'est ça qui a le plus d'impact. Donc je pense que la pierre angulaire, finalement, c'est le soin éco-responsable. Il y a vraiment cette idée de se dire... si on fait la transition alimentaire, la transition énergétique, tous les secteurs, ils doivent la faire. Par contre, faire des soins éco-responsables, il n'y a que nous qui vont savoir le faire. Et donc, on a besoin de ces deux compétences, la compétence soignée et la compétence analysée environnementalement parlant. Et juste pour finir sur les axes de la feuille de route, on va avoir les axes déchets, mobilité, formation et recherche et numérique. Je ne sais pas si vous voulez que je développe tout de suite. On pourra peut-être revenir ensuite dans le deuxième tour de table et les questions. Donc merci beaucoup Clara. Vous avez décrit
Vous avez décrit un cadre stratégique et du coup les orientations qui se dessinent au niveau national. Donc maintenant, on va essayer de voir comment concrètement ça se traduit pour les équipes. Donc on va commencer avec vous, Claire. Vous travaillez à l'assurance maladie sur les questions de transition écologique, d'organisation des soins et de promotion de la santé environnementale. Donc, quel levier existe aujourd'hui pour les équipes de soins primaires sans que cela repose uniquement sur l'engagement individuel ? Alors, merci beaucoup pour la question et merci pour l'invitation. L'assurance maladie, c'est inscrite dans la feuille de route planification écologique du système de santé. Et donc, avant de rentrer dans les sujets, les leviers, etc., ce qui a été mis en place, peut-être rappeler que pour nous, comme pour tous les acteurs du système de santé, la prise en compte de ces enjeux écologiques, de décarbonation, de limitation des pollutions du secteur de la santé, c'est un enjeu de soutenabilité pour l'assurance maladie et pour le système de santé. On limiter la consommation de produits de santé, limiter l'impact du soin sur l'environnement. C'est aussi un enjeu, voilà, c'est un enjeu écologique, c'est un enjeu sanitaire et c'est un enjeu financier. Donc c'est aussi une opportunité pour l'assurance maladie, mais pour l'ensemble des soignants, que de se questionner sur les pratiques et de finalement regarder le soin et le fonctionnement du système de santé avec voilà, cet angle écologique et des nouvelles lunettes pour identifier des moyens d'être plus résilients et plus pertinents et plus efficaces. On a donc structuré au sein de l'assurance maladie, en lien avec la feuille de route interministérielle, un schéma directeur de la transition écologique. Et au sein de ce schéma directeur, on a toute une partie qui vise à effectivement promouvoir des soins sobres et moins carbonés et à déterminer comment, en tant qu'assureur solidaire en santé, en tant qu'acteur de la prévention, on peut accompagner ce mouvement qui existe aujourd'hui au sein des professionnels de santé, donc à l'hôpital, on l'a dit, mais aussi en ville et notamment dans le cadre des MSP. Et on a inscrit parmi les leviers collectifs le fait d'intégrer ces enjeux écologiques dans l'ensemble des conventions nationales signées avec les professionnels de santé libéraux, puisque l'assurance maladie va signer une convention avec les médecins, avec les infirmiers, et également des accords conventionnels interprofessionnels. Donc on a commencé avec les médecins à parler de sobriété des prescriptions. Donc il y a désormais un indicateur de sobriété des prescriptions dans la convention médicale qui vise à limiter les prescriptions de médicaments, des indicateurs de pertinence également, une consultation des prescriptions qui vient d'entrer en vigueur là en 2026. Donc tous ce mouvement à l'intérieur des conventions fait que ça devient un sujet de dialogue conventionnel, un sujet du partenariat conventionnel. Même chose avec les pharmaciens. Cette année, en 2025, on a aussi intégré dans l'accord des centres de santé la valorisation d'une démarche éco-responsable, donc pour que ces structures s'engagent à regarder effectivement les émissions de gaz à effet de serre qu'elles génèrent par leur fonctionnement et dans les pratiques de soins. Et on espère du coup que dans les prochaines négociations donc de l'accord cadre interprofessionnel, on pourra aussi intégrer ces enjeux écologiques comme on a l'ambition de le faire avec l'ensemble des accords conventionnels et des professions. Parmi les leviers que vous évoquez, lesquels vous semblent aujourd'hui les plus accessibles pour une équipe en soins primaires qui débute sur ces sujets ? Alors, pour une équipe qui débute, je pense que... Je ne sais pas quel est le levier finalement le plus facile. Je pense que le plus important, c'est effectivement de commencer par faire un petit diagnostic de ces émissions, donc du fonctionnement du cabinet et aussi des pratiques de soins. On a
On a travaillé avec, du côté de l'assurance maladie, on a un objectif de limiter le gaspillage des produits de santé et des médicaments. Et on voit que collectivement, les équipes sont sans doute mieux organisées pour limiter ce gaspillage, puisque ça repose évidemment sur la prescription, mais aussi sur le rôle du pharmacien. Les infirmiers à domicile vont aussi pouvoir avoir un regard sur ce gaspillage des produits de santé. Donc je pense que c'est un sujet qui doit pouvoir mobiliser et occuper les équipes. Et on a lancé donc, avec des MSP, notamment sur 6 départements depuis le début février, une expérimentation qui s'appelle Anti-Gaspi et qui mise justement sur cette coordination pluriprofessionnelle et sur le rôle des infirmiers à domicile pour limiter le gaspillage. En fait, on fait le pari que à domicile, on voit parfois plus de choses que ce que les patients vont pouvoir dire en consultation. Et puis que donc l'infirmier va pouvoir repérer des stocks de médicaments non utilisés et ensuite se coordonner avec le prescripteur, avec le pharmacien pour déterminer quelles sont les actions à mettre en place sur voilà, réévaluer la prescription, mettre en place une action d'éducation thérapeutique pour optimiser l'observance, etc., etc. Donc voilà, on espère que ça va fonctionner, qu'on va en retirer des enseignements. On a aussi l'autre versant de l'action, je pense, au sein des équipes de soins. On a parlé de décarbonation, de l'impact du système de santé, l'impact des soins sur les émissions de gaz à effet de serre. Un des enjeux très importants aussi pour nous, pour l'assurance maladie, c'est l'impact de l'environnement et de la dégradation de l'environnement sur la santé des personnes qu'on protège. Si vous ouvrez Le Monde tous les jours dans les pages santé ou climat, on a une nouvelle étude sur l'impact des pollutions chimiques sur la santé, des événements climatiques sur la santé, etc. Donc ça, c'est un axe important du partenariat aussi de l'assurance maladie avec les professionnels de santé. Et on construit donc un programme d'action en santé environnementale. La première brique a été posée en 2025 avec la généralisation d'un programme qui s'appelle Zéro phtalate qui porte sur les perturbateurs endocriniens. Et donc c'est une initiative qui vient du réseau de l'assurance maladie. C'est des caisses primaires qui se sont lancées les premières dans cette aventure-là. Et donc en 2025, on a formé des délégués de l'assurance maladie, des chargés de prévention pour aller porter cette information aux professionnels de santé, vers des médecins, des sages-femmes, des pharmaciens également, sur l'impact des perturbateurs endocriniens sur la santé des personnes protégées, sur les pathologies qu'on prend en charge pour limiter l'exposition et que ces professionnels de santé soient aussi le relais vers les assurés de messages de prévention pour limiter l'exposition aux perturbateurs endocriniens. Donc voilà, tout ça pour dire que vous avez aujourd'hui au sein des caisses primaires des interlocuteurs sur ces sujets, la possibilité aussi de vous appuyer sur des outils qui sont déjà produits ou en construction dans les mois qui viennent pour pouvoir intégrer des bonnes pratiques qui ont déjà été expérimentées par d'autres professionnels de santé sur le terrain. Et notre volonté, c'est justement d'utiliser ce qui fait la force de frappe de l'assurance maladie, le fait d'être présent sur l'ensemble du territoire et d'avoir des canaux de communication pour pouvoir généraliser, amplifier ce mouvement qui a été initié dans bon nombre de cabinets et de structures. Merci Claire. Donc vous montrez bien que les leviers existent et que la transition, elle peut s'inscrire dans l'organisation des soins au quotidien. Donc Antoine, tu es pharmacien, tu es membre d'une MSP et aussi administrateur d'Avec Santé. Alors, en quoi l'organisation en équipe, ça a été déjà un petit peu abordé, elle constitue finalement un levier de transition écologique sans même finalement qu'on l'ait pensé initialement comme tel? Et comment aller plus loin? Merci Émilie. Alors j'ai un double challenge. Déjà, il faut que je réponde à la question que tu m'as posée
sans ouvrir 10 000 tiroirs. Et il faut que je parle lentement. Pas trop non plus. Bon, sérieusement déjà, il faut conscientiser un truc, c'est que la prise en charge coordonnée, on est un peu comme l'isolation d'un bâtiment. C'est-à-dire que quand tu investis tant d'euros via un ACI sur une prise en charge coordonnée, tu vas déjà gagner en efficacité. Ben voilà, on est un peu la laine de bois du système de santé, là, la belle épaisseur, la 30 cm, là, celle qu'on met dans les combles. Et c'est comme ça que de base, il faut comprendre ça. C'est-à-dire que l'essence, sans faire de mauvais jeu de mots, de notre mouvement, c'est déjà répondre par une organisation différente à un enjeu de décarbonation et d'éco-responsabilité, tout simplement parce que quand on inscrit un projet de santé dans une dynamique de promotion de la santé, de prévention, de questionner nos pratiques pour se rapprocher du juste soin, se remettre en question en équipe, avoir des postures réflexives, être en supervision les uns les autres pour progresser collectivement vers un but commun, on diminue sur le long terme les besoins en soins. Donc on diminue les flux. On diminue les consommations de médicaments, on diminue les réhospitalisations parce qu'on travaille avec les parcours, etc. Donc ça a déjà été dit ici, et c'est vrai que par nature, structurellement, on répond à ça. Donc ensuite, sur la question de les basiques, pour commencer, pour se lancer, s'informer et se former. Là, il y a déjà, depuis quelques années, une dynamique au sein de notre mouvement qui fait que ce soit des fédérations régionales ou des MSP, ou au sein de notre mouvement, il y a des expérimentations qui ont été menées. Il y a des projets de recherche en soins primaires aussi qui émergent. Et aujourd'hui, on a un enjeu de bien documenter ces expériences qui sont nées du terrain au sein de notre mouvement, pour pouvoir les diffuser le plus efficacement possible à l'intégralité du mouvement. Et ça passe, entre autres, par un chantier qui a été initié autour d'un système d'information partagé, interfédé et fédé national. Et d'ailleurs, je remercie 2 des 3 personnes qui nous accompagnent sur cette mission et qui sont présents aujourd'hui. Donc, le retour d'expérience, documenter tout ça pour pouvoir s'en inspirer et se dire que on ne part pas de zéro finalement, même si on n'a rien encore fait. En fait, en regardant ce qu'ont fait les collègues, les copains, les camarades, on est capable d'y aller. Ensuite, je vais quand même faire un petit peu de pub parce qu'elle est toujours là, elle est là ce matin, mais il y a le guide du cabinet éco-responsable d'Alice, et je me permets de faire de la pub parce que l'intégralité du livre est reversée à une association qui œuvre pour la santé et l'environnement. Donc c'est quand même un outil qui, en termes de rapport qualité-prix, on peut difficilement faire mieux aujourd'hui pour mettre en acte, même que ce soit sur des petits gestes ou des choses un peu plus ambitieuses, une démarche d'éco-responsabilité au sein du cabinet et par extension au sein de l'équipe. Je voudrais aussi parler d'une association qui œuvre beaucoup dans le champ de la santé planétaire, qui s'appelle l'Alliance Santé Planétaire. Donc allez voir ce que cette association fait, parce que il concentre aussi tout un tas une documentation autour de publications scientifiques, et c'est des gens qui clairement ont une très forte sympathie avec notre mouvement, tout comme les initiatives du Shift. Alors c'est vrai que moi je suis un peu ému quand même, parce que ça fait quand même très longtemps qu'on se connaît. Et que ça progresse, et que je me rappelle il y a 5-6 ans je vous cassais un peu les pieds pour dire il faut absolument voir ce qui se passe du côté des équipes coordonnées, c'est l'avenir, et je pense qu'on ne s'est pas trompé. Donc allez voir évidemment les publications du Shift qui sont toutes sous format Creative Commons, donc c'est pareil, il faut citer les sources mais c'est libre de droit, donc il y a beaucoup de matière. Et puis peut-être aussi il y a des diplômes universitaires qui se lancent, il y a des chaires de recherche. Donc les universités s'approprient aussi cette question-là qui est fondamentale sur des formations un petit peu plus académiques. Donc voilà pour le basique, on va dire. Merci Antoine. Merci à tous les 4.
Donc avec ce premier tour de table, nous avons exploré les enjeux systémiques, on a parlé des orientations publiques et aussi des leviers opérationnels. Donc on va ouvrir maintenant l'échange avec la salle. Et du coup, je vais prendre mon téléphone pour recevoir les questions qui sont posées. Alors, il y en a une paire quand même. Alors, la première, où en est-on des autorisations de déconditionnement des médicaments par les pharmacies pour pouvoir donner le nombre juste de médicaments et éviter le gaspillage? Alors, je vois 2 micros qui se lèvent. À qui l'honneur? Il y en a qui ont essayé. Et ils ont eu des problèmes. Je ne sais pas si... Je ne vois pas Elisa, mais elle est là parmi nous. Bon, c'est évidemment... Alors, ça a permis quand même d'ouvrir le débat. On pensait absolument pas. Alors déjà, merci pour le soutien des fédés, de la fédé nationale et des équipes. Il y avait vraiment un gros soutien autour de ça. Surtout que, en fait, quand on a commencé à le faire, c'était dans le cadre d'un projet de recherche autour des cercles de qualité médecins-pharmaciens, parce qu'on est intimement convaincu qu'il y a un besoin absolument impérieux de réenchanter le binôme médecin-pharmacien, justement sur des enjeux stratégiques de long terme autour de la décarbonation et de l'éco-responsabilité. Et donc dans ces cercles de qualité médecins-pharmaciens, on envisageait à la fois la dispensation à l'unité des antibiotiques de manière anticipée, parce que l'étude de l'INSERM était déjà passée, donc on avait les résultats, on savait que c'était intéressant de le faire. Et puis, voilà, sur les premières pénuries de 2019 autour de la prédnisolone, quand on sait qu'il n'y a des fois que 9 comprimés sur une boîte de vin qui sont utilisés, se dire que ça va finir à la poubelle plutôt que pour soigner quelqu'un, c'est quand même dommage. Et puis après, il y a quand même un gros enjeu, au-delà du fait de décarboner, de reprendre, nous, notre fonction de gardien des poisons, les pharmaciens, et de prévenir, et peut-être d'être reconnu aussi économiquement pour ça, de prévenir la iatrogénie médicamenteuse. C'est-à-dire que se dire que demain, une surdispensation d'un antalgique de palier 2 va rendre quelqu'un accro à un opioïde, ou se dire que demain, une benzodiazépine mal utilisée va être utilisée pour la soumission chimique, par exemple, moi, ça me pose quand même de très gros problèmes. Et puis, je tiens quand même à rappeler une chose, c'est que le médicament, c'est effectivement de la pétrochimie, ou de la chimie de l'azote. Donc, je vous laisse aller voir ce que c'est que le procédé Haber-Bosch. C'est tout à fait intéressant. Et aujourd'hui, la fabrication des médicaments, c'est Inde, Chine, dans des conditions sociales et environnementales qui sont juste terribles. Donc, se dire qu'en plus, je vais être obligé de mettre à la poubelle un truc qui a été fabriqué et qui a coûté à la santé d'une population locale, parce qu'on a délocalisé des pollutions et on a délocalisé des conditions de travail pour répondre à des impératifs souvent financiers. Bon, il y a un moment donné, il faut quand même se regarder dans la glace et se dire, je peux prendre un peu de temps de cerveau disponible pour poser politiquement des questions qui ne sont pas évidentes, certes, mais comment est-ce que je peux essayer de le traduire en acte à mon échelle locale? Bon, nous, ça nous a fait du bien, entre guillemets, de dispenser à l'unité, même si on savait qu'on était hors cadre, parce qu'on a besoin d'être dans l'action, vous le savez tous et toutes. Si on n'est pas dans l'action au quotidien au sein de nos équipes, à essayer de faire des petites choses pour pouvoir relever le défi, et on sait qu'il est grand, c'est notre santé mentale qui risque d'être affectée. Donc voilà. Je pense qu'il y a un gros enjeu et qu'il y a une maturité du mouvement. Alors, je ne sais pas s'il y a une maturité des pharmaciens. Les pharmaciens, comptez-vous? Ils sont combien? Vous êtes combien? Allez, 10, 3, c'est un peu la blague tous les ans. Bon, il faut aller chercher les pharmaciens. Là, c'est vraiment un appel. Il faut aller les chercher et ceux qui veulent venir, il faut les accueillir. Bon, il y a un gros enjeu et je pense que c'est aussi ce qui va probablement amener à peut-être recréer un groupe de travail au sein d'Avec Santé Nationale sur la question de l'intégration des pharmaciens au sein des équipes. Voilà, le pharmacien certes, mais au sein de l'équipe. Donc c'est aussi un peu un appel. Voilà, manifestez-vous les pharmaciens, allez les chercher, ramenez-les, et puis on va travailler pour inventer un modèle médico-économique autour du médicament qui sera au service du bien commun.
Merci. Clara, Très rapidement, juste, évidemment, donc, je souscris forcément, je suis pharmacienne aussi de formation. Ça fait longtemps que je n'ai pas passé les pieds de l'autre côté du comptoir. Donc je souscris forcément à ce que dit Antoine. Pour autant, moi, je vous enjoins à respecter le cadre réglementaire. C'est inscrit dans la feuille de route de planification écologique. Ça sera réinscrit dans la future feuille de route de travailler sur la dispensation à l'unité plus large que le cadre actuel. Après, il y a d'autres solutions. Je pense que toi, tu parles aussi de prescrire en unité de 7, de travailler avec les industriels pour avoir les bons conditionnements. Donc, évidemment, on travaille beaucoup sur le bon usage et la juste dispensation. La DGS, c'est une autre administration que celle dans laquelle je suis, pleinement engagée sur ces sujets de dispensation à l'unité et de travailler avec les industriels sur aussi d'autres sujets qui permettront que le bon médicament soit là au bon moment et qu'il n'y ait pas de gaspillage. On a aussi beaucoup travaillé, et je pense que Claire pourra en parler, sur quels médicaments se retrouvent au Cyclamed. On a aussi travaillé sur ce sujet-là à l'hôpital, donc de mieux savoir quels médicaments finissaient presque tout le temps à la poubelle pour aussi après mieux le prescrire et mieux le délivrer. Donc c'est un cercle et il faut le prendre de façon en entaille, quoi, en entaille. Ouais, juste pour compléter là-dessus, effectivement, alors il y a aussi la NSM qui travaille sur les durées de péremption pour allonger la durée de vie de certains médicaments pour potentiellement éviter certains gaspillages. Et on va publier avec la NSM et Cyclamed d'ici quelques semaines, j'espère, une étude qui s'appelle Périmed. Et donc concrètement, il y a des agents de la NSM et des pharmaciens conseils de l'assurance maladie qui sont allés regarder dans les boîtes Cyclamed, dans un échantillon de boîtes, quels sont les médicaments qu'on retrouve, donc pour quantifier, caractériser voilà, aller regarder c'est quoi est-ce que c'est des produits périmés, est-ce que c'est des boîtes complètes ou pas, etc. Et quel type de produit pour en déterminer des leviers d'action et des propositions aussi pour la suite, pour limiter encore une fois de jeter des ressources qui sont précieuses. Juste peut-être pour boucler la boucle, le programme de la NSM, c'est Valérie Salomon, il me semble, et donc qu'on a eu le plaisir d'accueillir à l'EHESP, puisqu'elle a fait une formation sur les enjeux de transition écologique en santé à l'EHESP. Donc je merci pour la perche tendue, Antoine. Donc il y a aussi la possibilité de venir entre pairs, de se former à ces enjeux de transition écologique, pas que à l'EHESP, il y a d'autres propositions qui sont faites ailleurs, mais quand même, nous, on a effectivement une chaire de recherche qui est dédiée à la résilience en santé, notamment à la résilience environnementale, et on a ces enjeux de formation continue. Tout ça pour dire que l'enjeu, c'est de mailler quand même un réseau de personnes qui peuvent être facilitateurs et qui peuvent être relais sur ces questions de transition écologique en santé partout sur le territoire. Et les maisons de santé, pour nous, sont des lieux particulièrement importants. Voilà. Merci. Alors, une deuxième question. Comment est évalué l'impact carbone du numérique, des nouvelles technologies dans le soin ? Et comment exploiter le numérique pour économiser sans polluer plus ? Et la personne pensait notamment à l'IA, et je crois que Laurie, c'est des sujets qui vous intéressent beaucoup. Ah oui, alors moi, en fait, initialement, je travaillais sur l'intégration des enjeux numériques dans les organisations de santé, donc j'étais pas du tout en santé-environnement au départ. Et quand j'ai décidé de travailler sur les enjeux de soutenabilité du numérique en santé et pourquoi on allait avoir un problème de limite aussi sur le numérique et comment ça polluait, alors là, on m'a vraiment regardé avec des yeux écarquillés en se disant, ça y est, elle perd le nord. Là, il y a quelque chose qui se passe. Et surtout, ces enjeux de soutenabilité et d'environnement n'étaient pas vraiment adressés, moi, un peu dans les disciplines que je faisais, qui étaient très, on va dire, gestion, RH, finance, etc. à l'école. Donc, on était un peu séparés des autres laboratoires. Et je dis, mais quand même, ça serait bien de faire des ponts. Et j'ai trouvé des personnes qui se sont intéressées à la soutenabilité du numérique, au Shift Project. Donc, je suis rentrée au Shift par la question du numérique. Donc, effectivement, le numérique est polluant. Aujourd'hui, on a notamment co-créé, il y a plusieurs années, un groupe de travail dans la cellule éthique à l'époque de la feuille de route du numérique en santé, qui s'appelle Développement durable et sobriété numérique, si je ne m'abuse. On avait publié en 2021
un premier rapport sur ces enjeux de sobriété numérique en santé. Donc le rapport est toujours disponible et les méthodes toujours plus ou moins d'actualité. Vous avez aussi des rapports sur la sobriété numérique, une partie d'ailleurs on s'appuie sur ça, du côté du Shift Project. Vous allez avoir je pense des travaux aussi de l'ADEME, Green IT, enfin, vous allez trouver pas mal de ressources. Et donc généralement le numérique, en fonction des usages qu'on va regarder, on va avoir des proportions qui vont un peu s'inverser. On va dire pour des usages courants, ça va être plutôt tout ce qui est matériel qui va être très polluant. Donc c'est pas les flux, quoi. Donc là en fait il faut changer le matériel le moins souvent possible, faire du reconditionné quand c'est possible, etc., etc. Donc juste arrêter d'imprimer, ça suffit pas en fait, hein, c'est ça le sujet. Et par contre effectivement quand on commence à rentrer dans le sujet de l'IA, là les data centers prennent de plus en plus de place, la transmission des données prend de plus en plus de place, et là il y a un enjeu de travailler sur en fait, comment on fait pour maîtriser les flux. Et on a un peu de mal sur cette question des flux parce qu'on se dit, ça va, c'est dématérialisé, pourquoi donc ça polluerait? Alors quand même, on a réouvert des centrales à charbon aux États-Unis pour pouvoir alimenter de l'IA. Hein. Voilà, donc ça se passe en direct, avec en plus des gouvernements qui ont tendance à ne pas aller vers plus d'écologie. Je pense que voilà, je parle sous le contrôle de tout le monde, mais à mon avis, on peut être assez d'accord. Donc oui, cette question de l'IA, elle est importante. On n'a pas aujourd'hui de méthodologie officielle du calcul, mais on a notamment avec la cellule dont je parlais tout à l'heure, dans la cellule éthique, on a notamment Brigitte Serroussi, Nathalie Boninière de l'Agence du numérique en santé, qui ont développé des outils pour des applications de téléconsultation, etc. Oui. Donc tu pourras peut-être détailler ce point-là, et qui permettent quand même d'avoir des repères pour ne pas avancer totalement à l'aveugle sur ces sujets, en plus des outils déjà proposés par le Shift ou quelques autres. Oui, juste un mot. Donc, la délégation du numérique en santé a mis à disposition pour toutes les personnes qui fournissent des applications pour Mon Espace Santé un autodiagnostic de l'éco-conception de l'application. Et en fait, il faut respecter un certain nombre de seuils pour être référencé dans Mon Espace Santé. Et ils ont fait la même chose pour les applications de téléconsultation. Donc, il y a 2 calculateurs qui permettent de faire en sorte que les applications elles soient éco-conçues et donc elles ne consomment pas trop d'énergie. Merci. Je passe à une autre question. Alors, on nous demande quid du remboursement des produits d'occasion. L'exemple est donné des béquilles, des fauteuils, par exemple, et donc du réemploi. Vous en avez parlé à plusieurs reprises. On peut faire à 2 voix. On travaille sur la remise en bon état d'usage de certains dispositifs médicaux. Donc il y a des arrêtés qui sont sortis de mémoire et il y a encore d'autres arrêtés qui doivent arriver. Il me semble que pour les fauteuils roulants, c'est bien en route. Ouais. Et après, il y a d'autres produits ce qui manque, c'est qu'on fasse la liste précise des produits qui pourront être... Ah voilà, elle est sortie cette semaine. Ah, voilà. Il manquait un peu d'actualité. Donc c'est la remise en bon état d'usage. Les textes ont quand même mis un petit peu de temps à sortir. On attendait donc la norme, donc puisque les acteurs de ces nouvelles filières de remise en bon état d'usage vont devoir respecter des normes pour garantir finalement que le produit remis en bon état d'usage soit équivalent en termes de sécurité, de qualité par rapport à un produit neuf. Donc là, les normes ont été publiées. La liste des aides techniques, on est vraiment sur les aides techniques dans les dispositifs médicaux à ce stade. Et donc la question maintenant, ça va être de mettre en place la nomenclature, la tarification de ces produits pour qu'ils puissent être pris en charge par l'assurance maladie. Donc voilà, il y a encore quelques mois de travail, je pense, mais on va y arriver et va se poser aussi la question de comment on incite, comment on fait en sorte finalement que les assurés aient recours à ces produits, parce que pour certains, et notamment les fauteuils roulants, on a un sujet de reste à charge zéro, qui est une très belle avancée, mais comment on rend incitatif le produit reconditionné par rapport aux produits neufs quand il n'y a pas de reste à charge, ça va nous poser un certain nombre aussi de questions. Mais en tout cas, l'objectif, c'est d'encourager la mise en place de ces filières et de les soutenir pour qu'elles se développent. J'imagine qu'il va y avoir
Okay. Excellente idée. Très bonne idée. Bonne proposition. Effectivement, je pense qu'il va y avoir aussi un enjeu de mise à disposition de l'information. Voilà. Et c'est là que nos fédérations peuvent aussi jouer le rôle de relais à côté de vos CPAM. Ok. Alors, on a quand même une question qui me paraît centrale, qui est celle-ci. Comment fait-on un bilan carbone initial de la MSP pour évaluer par la suite les actions mises en place ? Je suis pas un spécialiste du bilan carbone. Par contre, j'ai assisté au retour d'expérience des Normands là tout à l'heure. Très impressionnant. J'ai envie de vous dire que le réseau et le mouvement Avec Santé a déjà un retour d'expérience très solide sur le bilan carbone initial de plusieurs maisons de santé. Alors qui a été, de ce que j'ai compris, il faudra peut-être me reprendre si je fais des erratums, mais ça a été financé par l'Agence régionale de santé. Et il y a un cabinet de conseil qui les a accompagnés dans la réalisation des bilans, dans le chiffrage carbone des postes d'émission et dans les leviers d'action, les pistes à mettre en place. Et bon, il n'y a pas de très grosses surprises, hein. C'est le poste médicaments et dispositifs médicaux est toujours énorme, les transports et l'alimentation. Donc voilà, le chiffrage, on sait faire. Il y a des maisons de santé qui ont bénéficié d'une aide pour le faire. Maintenant, voilà, est-ce qu'il y a besoin que toutes les maisons de santé de France fassent un bilan carbone avant de commencer à s'y mettre ? Je ne pense pas que ce soit vraiment nécessaire. Donc c'est là où ça présente un intérêt de mettre en commun nos expériences, d'avoir une base documentaire solide en commun pour pouvoir progresser rapidement. Et donc j'en reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, il faut qu'on partage tout ce savoir-faire, ce savoir-vivre et ce savoir-penser qu'on a au sein de toutes les équipes qui peuplent toutes nos fédérations. Peut-être juste un point sur les méthodes, notamment l'association ABC qui a été citée tout à l'heure. Donc il y a quand même des méthodes officielles de calcul du bilan carbone et on peut se former à ces méthodes en fait, hein, c'est possible. Et je voulais dire qu'effectivement, moi j'étais particulièrement intéressée et impressionnée même par les rétextes qui ont été faits tout à l'heure, où on nous explique que voilà, la collecte de données a été difficile, mais bon, on a réussi. C'était un peu dur quand même de finir à 23h quand on commence à 5h. Oui, alors vu de l'extérieur, ça a l'air tout à fait impressionnant, je vous assure. Et cette capacité qu'a eu ce projet bilan carbone à mobiliser les équipes, c'était assez extraordinaire. On a eu quand même une évaluation de facteurs d'émission de dispositif médical fait par une petite équipe. Et ils nous ont glissé ça entre deux slides comme si c'était juste en passant, quoi. Voilà. C'est quand même ce qu'essaye de faire le gouvernement depuis 3 ans, pour vous informer. On fait une méthode sur l'empreinte carbone des médicaments. Donc, oui, non, je caricature à gros traits. Mais la donnée, du coup. Je caricature à gros traits, mais l'accès à ce type de données est très difficile. Et effectivement, il faut tout reconstituer. C'est un travail de titan. Donc, mais c'est aussi, ce qu'on disait tout à l'heure, vous disiez, est-ce que le fait d'être en exercice coordonné ou est-ce que le fait d'être en équipe, c'est pas une opportunité pour faire la transition ? On peut aussi renverser la question. Est-ce que le fait de s'intéresser à la transition écologique, c'est pas une opportunité pour recréer du lien ? Et nous, on le voit particulièrement. Alors, je pense que du coup, en maison de santé, c'est un peu naturel peut-être, mais nous, on le voit à l'hôpital, quoi. En fait, à l'hôpital, les gens se disent, ça faisait longtemps qu'on s'était pas parlé quand même entre nous tous. Et puis, moi, je suis jamais allée voir le mec des achats avant, et puis je suis jamais allée voir telle personne. Et en fait, là, tout le monde est autour de la table, quoi. Donc, la constitution du bilan carbone, c'est ça, c'est faire équipe pour regarder un système ensemble, essayer de le comprendre et voir comment le transformer, en fait. Et pour le reste, effectivement, il y a des méthodes à disposition. Je voudrais rajouter un tout petit truc sur. C'est vrai que la production de données a été pas mal évoquée. Ça rejoint des questions que nous on se pose depuis quand même pas mal de temps sur comment est-ce qu'on pourrait demain entre guillemets valoriser les données qu'on produit de manière participative dans nos équipes, que ce soit sur des projets de recherche en soins primaires ou amener de la matière pour demain travailler avec d'autres cellules de recherche pour aller chercher des recherches transdisciplinaires aussi. C'est-à-dire qu'on est quand même forcément très médico-centré, alors qu'aujourd'hui, si on veut à la fois s'attaquer au problème du changement climatique, etc., des organisations de soins, etc., il faut qu'on aille chercher dans les sciences sociales. Et les méthodologies de recherche dans les sciences sociales ne sont pas du tout les mêmes que dans les sciences médicales. Et il y a un gros enjeu de production de données, d'analyse de données, et donc il y a forcément un enjeu d'outils de production de données.
Et là aussi, je pense qu'il y a une réflexion, alors qui a été quand même portée, menée à un certain niveau par la commission système d'info, mais il y a toujours ce sujet de comment est-ce que demain, on va pouvoir collectivement produire de la donnée sur laquelle on a la main, pouvoir améliorer nos outils, pour à la fois savoir vers où il faut qu'on aille et s'évaluer nous-mêmes, et de préférence en incluant les patients et les citoyens du territoire, parce que c'est quand même pour eux qu'on fait ça, donc ce serait quand même judicieux de les intégrer dans des démarches participatives et démocratiques. Hein. Force à sec pas. Donc faut qu'on se pose ces questions-là. Comment mettre le système d'information au service de tous ces enjeux ? Merci. Alors, je regarde les questions qui restent. Il y a 2 points qui se rejoignent un petit peu autour des questions finalement de formation. Alors, former les soignants en termes d'écologie en santé, est-ce que c'est d'actualité ? Mais aussi la question du coup des usagers. Et notamment, je pense en réaction à notre échange tout à l'heure sur voilà, les déchets médicaux, le réemploi. Donc, est-ce qu'il y a un travail spécifique qui est fait par l'assurance maladie peut-être sur ces questions ? Sur la formation des usagers, non, mais c'est quelque chose qui est devant nous, je pense, parce qu'effectivement, il faut qu'on travaille. Antoine parlait de sciences comportementales, c'est vraiment un sujet pour nous d'identifier comment on aborde ces questions avec les assurés. Après, quand on parle aujourd'hui aux assurés de prévention, de juste soin, l'idée c'est aussi d'intégrer ces notions d'écologie et d'enjeux écologiques. Quand on fait des campagnes, par exemple sur le transport partagé, il y a une grande campagne l'année dernière sur le transport partagé pour se rendre donc tous sur des lieux de soins, c'est aussi aborder des questions de soutenabilité, d'enjeux écologiques. Donc, mais c'est une réflexion qui se fait au fur et à mesure au sein de l'assurance maladie. Il me semble que France Asso Santé a publié une fiche sur la transition écologique en santé. Il nous l'avait partagée et on avait pu faire des retours dans ce cadre-là pour aussi, en tant qu'usager, pouvoir porter la voix de la transition écologique et comment eux, ils la ressentent. Parce que je pense que pour un soignant, avoir un patient qui lui dit « moi, je voudrais plutôt ce traitement-là que ce traitement-là », typiquement une ventoline versus quelque chose de moins carboné, ça change la relation classique. Ça ne doit pas arriver très souvent, mais ça pourrait arriver à l'avenir. Donc c'est quand même une nouveauté qui peut arriver dans la pratique professionnelle. Et sur la formation initiale, nous on travaille sur la formation initiale des professionnels médicaux notamment, avec l'idée de créer un socle commun de compétences et à la formation continue et à la formation initiale pour qu'on ait un peu tous cette même base quand même solide de savoir et de compétences sur la transition écologique. Parce qu'on se rend compte, là en parlant, que c'est quand même assez technique et qu'on ne peut pas deviner et que le bon sens ne fonctionne pas toujours sur ces sujets-là. Donc on travaille effectivement beaucoup avec le HESP sur ce référentiel de compétences. Antoine, je ne sais pas si tu veux dire un mot là-dessus, et notamment peut-être au travail qui commence à être mis en place aussi dans les FEDE, des formations qui peuvent être proposées. Faisons-le. Faut qu'on organise le truc et qu'on trouve les forces vives au sein du mouvement pour porter la chose. Mais évidemment, jusqu'à présent, on n'a pas entre guillemets de GT. Décarbonation, santé, environnement, etc. Mais c'est quelque chose qui infuse et qui est là, et il y a de la matière. Donc, peut-être le moment, je ne sais pas s'il faut annoncer quoi que ce soit, mais ce qui est certain, c'est que dans les semaines, les mois qui viennent, probablement que l'actualité de la Fédération nationale intégrera un appel à contribution, on va dire un relevé des forces vives qui voudraient porter ces démarches-là au sein de notre mouvement. Et j'en profite quand même pour parler de la grande campagne, peut-être Laurie si tu veux en reparler, mais il y a une grande campagne du Shift Project à destination des professionnels de santé. Le Shift nous a sollicité pour diffuser le questionnaire et la campagne. Donc moi, de mon point de vue, c'est qu'il faut absolument qu'on s'associe à cette démarche-là, et que sur la base des travaux qui vont être menés dans les semaines, les mois qui viennent, sur justement le rapport prévention, promotion de la santé et juste soin, auquel on a déjà
ponctuellement contribué pour certains, que ça serve de grosse base pour donner une forte impulsion à ces enjeux-là au sein de notre mouvement. Voilà. Donc, effectivement, puisque tu en parles, donc c'est la grande consultation des professionnels de santé. Donc, on a déjà fait au chiffre des grandes consultations. Donc, l'idée, c'est d'avoir le maximum de réponses possibles sur un questionnaire qui va traiter des enjeux essentiellement climat et santé, et aussi, de fait, levier, pratique de travail, etc. Donc, on a vraiment besoin d'avoir le maximum de points de vue qui sont représentés. Donc, ne pas hésiter. Ça sera présenté le 12 mars au soir avec le rapport intermédiaire de prévention, promotion de la santé et juste soins en webinaire. Donc tout le monde peut s'inscrire ici dans la salle. Donc j'espère vous voir nombreux. Voilà. Et on va récolter, je pense, jusqu'à septembre, je crois, les questionnaires. Voilà, les résultats des questionnaires. Donc toutes les infos sont dispo sur le site internet, j'imagine. Voilà, tout est bientôt disponible, parce que du coup c'est un peu en avance de phase. C'est premium pour vous ce soir. Voilà, d'accord. Et le webinaire, les infos sont déjà... Voilà, le webinaire, les infos sont déjà disponibles. D'accord, très bien. Merci. Eh bien, on arrive au terme de cette plénière. Donc, vous avez fait ressortir quand même plusieurs points qui me semblent importants. D'abord, l'écologie en santé n'est pas un sujet qui est à côté du soin, mais ça interroge vraiment la capacité de notre système à durer finalement. Ensuite, on a bien vu dans toutes vos interventions que cette transition, elle ne peut pas reposer uniquement sur les comportements individuels, et donc elle suppose des choix d'organisation et une cohérence d'ensemble qui doit être soutenue aussi par la puissance publique. Enfin, les maisons de santé et les équipes pluripro, finalement, elles disposent déjà de leviers assez puissants. La coordination, la pertinence des soins, la prévention, le travail collectif, et que finalement, on a le sentiment que la marche n'est finalement pas si haute en fait. Et ça, j'espère que voilà, c'est quelque chose qui va pouvoir donner envie aux équipes de s'y engager. J'ai bien aimé, Laurie, quand vous mentionnez que voilà, c'est aussi peut-être une opportunité de refaire équipe, de se mettre ensemble autour d'un projet et d'un objectif partagé. Donc finalement, la question finalement, c'est plus de relier plus explicitement ces pratiques qu'on a au quotidien à l'enjeu de soutenabilité. Donc je voudrais remercier nos intervenantes et intervenants. Je voudrais aussi remercier la salle pour les questions qui nous ont été envoyées. Ça a permis des échanges de qualité. Et surtout, j'espère qu'on a pu vous partager pas mal de pistes pratiques et d'outils qui vous ont donné envie d'aller plus loin.